Épisode numéro 3, number 3. Mais, exactement. On parle anglais on parle français, la langue française et la langue des Jeux Olympiques. Regardez ces belles médailles. Éric Delaunay, épisode numéro 3, avec Jean-Philippe, partenaire de cette émission. On est fiers de notre Normand, on avance avec lui. Cap vers les JO de Paris, les JO 2024. La Normandie, vous posez des questions, justement, une nouvelle question pour Éric Delaunay. Bonjour Éric, bonne chance pour les JO 2024. Et je voulais savoir quelle était la différence entre un bon tireur et un mauvais tireur. Merci. Ah, ça c'est, il est malin, hein, de toute façon. Vive la Normandie, la différence entre un bon tireur et un mauvais tireur. Attends. Permets-moi de, quand même, pour celles et ceux qui ne sont pas de la même génération, on va demander à Jean-Philippe. On fait référence, ce Normand fait référence à quoi? La différence entre un sketch bon des inconnus. Exactement. Alors pour les jeunes générations, vous irez voir les inconnus. Merci de ne pas nous considérer comme une jeune génération. Je sais pas comment on va le prendre. Écoute, la quarantaine approchant. Mais elle est encore un peu. T'as vu, moi j'ai encore 32 ans sur les images. Donc du coup, je ne vieillis pas. Tu vois, c'est bon. Tu fais une fois les jeux, tu vieillis plus après. La différence entre un bon tireur et un mauvais tireur. Le bon tireur, c'est celui qui atteint ses cibles. Le mauvais tireur, c'est celui qui les loupe. Voilà, tout simplement. Non, après. Forcément, je sais pas, c'est en termes de résultats que l'on parle. J'imagine que tu as eu des paliers, plus on devient bon, plus... Oui, en fait, c'est au fur et à mesure de l'entraînement, tout simplement. Après, il faut savoir aussi pourquoi. En fait, c'est pourquoi tu fais du tir déjà. Est-ce que tu en fais sur le plan amateur, juste pour aller tirer avec les copains le dimanche matin, parce que ça te fait plaisir, pour casser un peu de plateau, voilà, c'est sympa. Ou est-ce que tu veux en faire de la compétition? Et forcément, les enjeux sont pas les mêmes. Dans un premier cas, peut-être qu'à la troisième mi-temps, on va beaucoup plus s'intéresser que l'entraînement et te lever tous les matins à penser au tir, à tester des nouvelles choses, apprendre des nouvelles manières de tirer, voir comment les champions olympiques font pour essayer de les copier. Donc voilà, l'intelligence émotionnelle. L'émotion. Chercher un objet. L'émotion est le facteur le plus, je dirais. Et celui qui vient te mettre des bâtons dans les roues au moment des compétitions, puisque la peur c'est du stress, enfin le stress c'est de la peur, et donc du coup c'est ce stress-là qui va venir te mettre des bâtons dans les roues et qui va te faire louper la cible le jour J au moment où il faudrait pas que tu la loupes pour rentrer en finale ou pour gagner une médaille. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé au Jeux de Tokyo. À un moment donné, je me suis fait rattraper par l'émotion. Je suis en train de le spoiler, c'est ça, voilà. Ok. On se calme. Voilà. Si je le spoil. Merci, c'est gentil, d'accord. Sympa, je saurai la ressortir, celle-là. Pas de souci. Regardez, the winner is... Ça méritait quelques applaudissements. Franchement, on les entend dans le studio derrière, on les entend derrière. La Normandie, regardez. Voilà, est-ce que c'est le gilet que tu porteras lors des JO? Alors, ce ne sera pas celui que je porterai lors des Jeux, puisque lors des Jeux, il y a une charte bien particulière au niveau des sponsors. On a le droit de mettre aucun sponsor lors des Jeux. À part les sponsors des Jeux, là, j'ai mes sponsors privés et mes sponsors perso qui sont dessus. C'est le gilet que j'utilise depuis l'année dernière, donc au championnat d'Europe, championnat du monde et toutes les compétitions pour lesquelles je fais. Donc là, c'est vraiment le maillot de l'équipe de France, ou le gilet de l'équipe de France plutôt, fait par la Fédération française de tir. Donc voilà. Paris, pour cette année, cet été, j'imagine que pour toi, tu vas avoir ta famille, les Normands. Alors c'est souvent une question bateau, hein. C'est vrai que je la pose quand même, mais c'est quoi la signification pour toi? Alors, c'est vrai qu'il y aura, je pense, beaucoup de monde si j'ai la chance de participer aux Jeux. Je sais que j'ai déjà le comité olympique de la Manche qui m'a dit qu'ils avaient déjà réservé 3 ou 4 bus, ou 3 ou 4 cars plutôt. Les bus voilà. aussi, il n'y a pas que non, mais voilà, mais c'est juste pour qu'ils me l'ont dit récemment. Voilà, ils ont déjà même prévu d'acheter des places et autres. D'ailleurs, excuse-moi, mais Jean-Philippe me disait qu'il emmenait toute son équipe des établissements nés aux Jeux Olympiques. Je sais pas si tu... J'étais pas au courant, merci de me l'annoncer. Mais après, pourquoi pas? Après, il faut qu'on continue à travailler quand même. On prend en charge la location des bus, il vient de me le dire dans l'oreillette. C'est exactement ça. Vu que c'est toi qui finances, il n'y a aucun problème, Jérôme. Les Jeux Olympiques à Paris, merci la Normandie d'être avec nous, merci, on est fiers d'être Normands, on est heureux d'être Normands et fiers de passer du temps avec vous, plusieurs épisodes pour accompagner Éric Delaunay vers le sacre. On croise les doigts au moment où on vous parle.
On ne le sait pas encore. Nous le verrons avril-mai, hein, c'est ce que tu disais. Fin mai, 31 mai exactement. On aura la liste des noms sélectionnés. Donc j'espère que effectivement une petite liste, hein, parce que non, une grande liste. En fait, une liste multi-sport. Donc nous, ce sera sportifs dans ta discipline. Alors au niveau mondial, tu veux dire? Au niveau mondial, il y aura une trentaine de personnes qui seront au jeu, une trentaine de tireurs qui seront au jeu. Voilà. Donc c'est sûr que sur le papier, c'est plus facile de gagner les Jeux Olympiques puisque tu as une chance sur 30, voire 35 si la Fédération internationale donne des wildcards, c'est-à-dire des invitations exceptionnelles à des pays autres. Mais c'est plus facile de gagner les Jeux Olympiques qu'à un championnat du monde où on peut avoir 200, 250 tireurs. Donc une chance sur 250 pour gagner le championnat du monde, une chance sur 35 pour les Jeux. Tu disais que le niveau avait augmenté parmi tes concurrents, si tout à fait. Le Jeux niveau a énormément augmenté au niveau mondial. Les tireurs de beaucoup de pays sont passés professionnels. Voilà, il y a encore quelques années, pour entrer en finale, il fallait atteindre 120, 121 cibles sur 125. Aujourd'hui, c'est 123 cibles sur 125. Donc le droit à l'erreur est de plus en plus faible. Voilà, et on voit tout un tas de pays dans le tir. Par exemple, on voit Malte, on voit la Lituanie, des pays comme ça où le ministère, ou on va dire le gouvernement, a mis de l'argent dans ce sport-là, dans le tir, puisqu'il s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel olympique dans ce sport-là. Je prends l'exemple de Malte. Voilà, ils ont mis de l'argent sur 2-3 sports où il y avait un potentiel avec des sportifs qui étaient très bons. Et ils avaient un potentiel, comme là, on a un vice-champion d'Europe qui est maltais. C'est la première fois que ça arrive. Et donc, du coup, voilà, c'est des petits pays comme ça qui ont mis de l'argent sur le sport parce qu'ils savaient qu'ils avaient un potentiel olympique. Donc, voilà. 7e aux Jeux Olympiques de Rio, c'était en 2016, 5e des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. J'imagine que tu t'en souviens, Jean-Philippe, parce que tu le suis. Oui, je m'en souviens. Et alors C'était en direct dans le bureau. Et donc, qu'est-ce que tu as ressenti? La déception, j'imagine aussi comme moi. Laisse pas parler. Non, mais j'imagine. La déception. Oh, si, après, voilà, si j'ai digéré quand même. Si tu digères pas, tu restes sur les choses et puis tu n'avances plus. Ok. Donc, c'est ça, et puis bon, voilà, je pense que c'est aussi dans l'échec qu'on apprend. Quotidiennement, que ce soit dans l'entreprise ou dans le sport, c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait évoluer les choses aussi. Oui, j'étais dégoûté, clairement. J'étais dans le bureau, j'étais devant l'écran. Il y avait des fois des clients, fallait que je bouge, que je revenais rapidement, et puis voilà. Mais c'est vrai que oui, j'étais un peu vert, mais c'est comme ça. Hein, Allez, comme ça justement, une question qu'on avance. D'un Normand ou d'une Normandre. On regarde ensemble. Bonjour Eric, j'espère que tu vas bien. Alors j'espère que tu vas bien représenter la Normandie. Alors j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux nous parler de ta précédente expérience lors des derniers Jeux Olympiques? Merci à toi. Oui, alors tu peux nous parler, on sait que ça a été dur quand même, hein, au niveau à digérer, ça n'a pas été simple. Alors déjà, c'était des jeux qui étaient assez particuliers avec le Covid déjà. Je suis allé au Japon, donc à Tokyo, j'ai rien vu du Japon, j'ai rien vu de Tokyo, hein, alors qu'à Rio, c'était différent en 2016. Hein. Donc là, on a vu l'aéroport, le stand de tir et le village olympique. Donc déjà, c'était un contexte particulier. Après, moi, j'étais là-bas pour un travail, j'étais là-bas pour avoir une médaille olympique. Donc, chose pour laquelle je n'ai pas réussi à avoir. Voilà, c'est vrai que je fais le record olympique en qualification, 124 sur 125. Donc, je termine numéro 1 des qualifications. Je rentre en finale. Le début de finale se passe très bien. Et puis là, tu parlais d'émotions. Là, je me laisse rattraper par les émotions. Et à un moment donné... À un moment donné, en fait... j'étais dans toutes mes qualifications, j'étais dans un état d'hypnose, voilà. En fait, c'est-à-dire que j'avais envoyé mon conscient en vacances quelque part, et en fait, c'est l'inconscient qui me faisait tirer. Je m'explique, des fois, ça nous arrive en voiture. On a fait 10, 15, 20 km et d'un seul coup, on se réveille en disant « Ah, je suis déjà arrivé à Caen ou je suis déjà arrivé à tel endroit. Je n'ai pas vu les 20 derniers kilomètres. Pourtant, on a conduit super bien. » Et en fait, c'est un état hypnotique, hein, tout simplement. C'est l'inconscient qui nous a fait très bien conduire. Et puis le conscient, on est parti. C'est bien, mais c'est extra. C'est extra. Et c'est d'ailleurs là où on est plus fort. Et en fait, là, moi, je me suis réveillé un peu en finale en me disant « Mais attends, t'es en finale des Jeux. » Et là, pouf, je suis sorti de ma bulle. Voilà, tout simplement. Donc, ma bulle s'est ouverte. Et donc, les erreurs sont arrivées. Et donc, les erreurs sont arrivées parce qu'en fait, je passe en état conscient. Et donc, en état conscient, je me dis, ah là, faut pas que je loupe. Et quand on dit ne pas, la négation, le cerveau, il sait pas faire. Il me dit, voilà, fais ça ou fais ci, mais ne pas faire, pour lui, il ne comprend pas la négation. Est-ce qu'il y a eu un moment clé qui t'a fait dire...
Ouais, il y a eu un moment clé, c'est à partir de ma deuxième erreur, donc de mon deuxième plateau loupé. Et là, c'est là où ma bulle s'est ouverte en disant, bah attends, t'as tiré 10 plateaux, t'as déjà loupé 2 plateaux sur les 10, alors qu'avant, t'en as tiré 125, t'en avais loupé un. Alors certes, en finale, on tire un schéma différent que des qualifications, mais c'est là où ma bulle s'est ouverte, quoi. Tout simplement. Et là, c'est là où j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai vu le... Alors les spectateurs dans les gradins, il n'y en avait pas non plus énormément, parce qu'on était en période Covid, mais il y avait tout un tas de sportifs qui étaient présents. Et puis les télés, etc., etc. Et c'est là où ma bulle s'est ouverte en disant, mais t'es là où t'avais envie d'être, c'est là où ton rêve de gamin, il est en train de prendre forme, et c'est là où les émotions m'ont rattrapé, et c'est là où je suis parti un peu en cacahuète. Ouais.